Bonjour. Toujours dans le cadre de l'enseignement de l'odontologie pédiatrique aux étudiants de 5e année de médecine dentaire, nous allons vous présenter la troisième et dernière partie du cours intitulé Les anomalies congénitales du développement orofacial. Voici un rappel des objectifs pédagogiques présentés pour ce cours. Ici, le plan que nous avons suivi. Nous entamons donc la troisième partie avec la suite du troisième chapitre sur les formes cliniques avec les descriptions des principaux syndromes. Nous avons vu d'abord dans la première partie les syndromes chromosomiques. Ensuite, dans la deuxième partie, les syndromes non chromosomiques et nous continuons sur ces syndromes-là. Donc, suite des syndromes non chromosomiques. Nous allons voir l'hypoplasie mandibulaire, encore appelée syndrome de Pierre-Robin. Ce syndrome se caractérise par une hypoplasie de la mandibule associée à une glossoptose avec obstruction des voies aériennes supérieures. Ce syndrome a été décrit par Pierre Robin. Il est caractérisé donc par une rétrognatsie ou micrognatsie, une glossoptose, une obstruction des voies aériennes et une fente palatine incomplète dans 50% des cas. Les trois premiers éléments sont liés par un lien de cause à effet. En effet, la micrognatsie mandibulaire va entraîner une position postérieure de la langue, glossoptose. L'épiglotte devient horizontale et vient coiffer l'orifice laryngé, entraînant des difficultés respiratoires. Au stade embryonnaire, la langue peut s'engager entre les procès palatins, empêcher leur fusion, d'où une fente palatine. Cette micrognatsie serait une conséquence de l'absence du couple succion-déglutition chez le fœtus, entraînant un défaut de stimulation fonctionnelle fœtale de la mandibule. Ceci entraîne un rétrognathisme mandibulaire, pouvant aller jusqu'à l'effacement du menton, d'où un aspect en bouche de squale ou profil d'oiseau. Associé à cela, nous trouvons des anomalies dentaires, d'éruption et des problèmes orthodontiques. Voici le cas d'un bébé avec une bouche de squale. Au niveau épidémiologique, l'incidence est de 1 sur 30 000 naissances. Nous voyons aussi le cas d'un enfant de 2 ans présenter un syndrome de Pierre-Robin avec une obstruction sévère des voies aériennes nécessitant une trachéotomie, une distraction bilatérale des ramus de la mandibule a été entamée et à droite nous voyons le résultat après la dépose de l'artifice pour la distraction, de l'appareillage pour la distraction. Dans certains cas, donc lors de la période néonatale, une prise en charge en urgence pour éviter les troubles de la ventilation est entamée avec une trachéotomie. Voici là aussi une plaque palatine qui va provoquer une avancée de la langue, donc une avancée de la langue, une libération de l'orifice de la trachée. Voilà la plaque en place. Voyons voir maintenant les fentes faciales. Alors, les fentes faciales,
Il faut rappeler que la morphogénèse faciale a lieu entre la 4e et la 12e semaine intra-utérine. Le palais se forme à partir des bourgeons faciaux. Ainsi, le bourgeon nasal et les bourgeons maxillaires vont confluer les uns vers les autres et se soudent par accolement, mésodermisation, à partir du futur foramen incisif ou trou palatin antérieur, donnant le palais primaire. La fusion de deux bourgeons maxillaires en arrière de ce foramen va donner le palais secondaire. L'incidence des fentes, elle est de 1 naissance sur 750 pour les fentes labio-maxillaires et pour les fentes palatines, qui sont plus rares, elle est de 1 naissance sur 2500. Les fentes vélopalatines semblent toucher plus les filles, alors que les fentes labio-maxillaires touchent plus les garçons. Secondaire, entre la 7e et la 12e semaine, va entraîner une fente vélopalatine. Et là aussi, plus l'agression est précoce, plus la fente est étendue. Nous voyons ici un schéma montrant le palais primaire et le palais secondaire. Au niveau de l'étiologie, l'hérédité peut être impliquée. Sinon, nous avons aussi les causes environnementales. Ce sont essentiellement des agents tératogènes, comme la pollution, le tabac, l'alcool, les carences en vitamine B9, certaines infections et parasitoses, certains médicaments et les irradiations, ainsi que le diabète chez la femme enceinte. Les facteurs prédisposants sont ceux que nous avons vus lors de l'étiologie, dans le chapitre de l'étiologie générale, la consanguinité, l'âge parental avancé et la multiparité. À un syndrome polymalformatif, donc les fentes peuvent exister isolées ou associées à un syndrome polymalformatif tel que le syndrome de Robin, la trisomie 13 et 18. Voici la classification des fentes du palais primaire, classification des fentes du palais secondaire selon différents stades de gravité, et là l'association des fentes du palais primaire et des fentes du palais secondaire. Ces fentes peuvent être dépistées même in utero grâce à des clichés d'échographie morphologique tridimensionnelle de la face ou des coupes. Vous voyez la flèche blanche. Voyons ici un cas donc d'un bébé présentant une fente bilatérale totale, labio-alvéolo-palatine. Les conséquences des fentes, elles sont nombreuses. D'abord fonctionnelles, elles vont altérer l'audition, elles vont toucher aussi la phonation, on a une voix nasonnée, et la déglutition, esthétique et psychologique. Lorsque le bébé va déglutir les aliments, notamment le lait, il va y avoir une fuite, si vous voulez, du liquide vers les fosses nasales, et là, de là, elles peuvent aller jusqu'aux oreilles internes. Elles peuvent entraîner donc des infections ORL répétées. Aussi, elles peuvent entraîner des malocclusions et des anomalies dentaires de nombre, notamment l'incisive latérale qui peut être dédoublée ou absente congénitalement agénésie. La prise en charge des fentes est multidisciplinaire. Le chirurgien pédiatre à 6 mois va faire une kéyloplastie, donc fermeture de la fente labiale. Puis,
à 18 mois, pour ne pas entraver la croissance maxillaire, il y aura une fermeture de la fente palatine et de la fente vélaire, donc uranostaphylographie. Nous voyons en haut la chéloplastie, en bas l'uranostaphylographie. Voilà le cas d'Ahmed, un bébé de 10 jours avec une fente totale. Là, la plaque palatine, et là, elle est mise en place. La prévention. Au niveau de la prévention primaire, on va avoir l'immunisation des femmes avant la conception, notamment contre la rubéole, pour qu'il n'y ait pas par la suite, si elle n'a pas été vaccinée auparavant. La réduction des anomalies génétiques par âge parental avancé, la promotion d'une alimentation saine et équilibrée, sans carence en oligo-éléments et en vitamines, notamment l'acide folique, pour diminuer l'incidence des anomalies congénitales, le dépistage anténatal des maladies hémolytiques dues à l'incompatibilité osseuse, un meilleur contrôle en cas de diabète anté et durant la grossesse pour diminuer les anomalies congénitales, éviter l'automédication chez la femme enceinte, abandonner le tabac et l'alcool lors de la grossesse. Le tabac entraîne un retard de développement fœtal. La prévention et dépistage et traitement précoce de certaines infections prédisposantes. Et enfin, des conseils génétiques dans les familles à grand risque. Prévention secondaire, dépistage et prise en charge précoce pour prévenir l'expression complète des anomalies et leurs complications et séquelles. Prévention de la naissance des bébés atteints d'anomalies graves par un diagnostic prénatal. Et programme national de prévention et de contrôle des affections génétiques et congénitales. En conclusion, la prévention passe par un suivi rigoureux de la grossesse et des consultations génétiques chez la population à risque pour éviter donc l'apparition de ces syndromes-là. Et le dépistage précoce allège les conséquences et les complications de ces syndromes. Attention.